Well, I can tell you that in that room, every single person who spoke up talked about what a terrible deal this is, frankly, not even an agreement. It is something that makes sure the healthcare crisis imposed by Republicans continues in this country. You know, we're looking at the expiration of the Obamacare tax credits in just over a month and a half. We're then looking at the Medicare cuts to take effect January 1st. And then, of course, let's not forget the biggest cuts of all that are coming. Certaines décisions ne retiennent pas l'attention par le tapage qu'elles suscitent, mais par la norme qu'elles bouleversent. Lorsqu'un mécanisme institutionnel modifie sa réponse attendue, même discrètement, le système dans son ensemble est contraint de se repositionner. Le 4 janvier 2026, la Commission des affaires gouvernementales du Sénat a procédé à un vote inattendu, rejetant à la majorité simple la proposition d'amendement au budget qui aurait permis à l'exécutif de prendre le contrôle direct des contrats de maintenance et de programmation de l'Institut national de la politique culturelle, un organisme historiquement lié au Congrès et dont la gouvernance était jusqu'alors traitée comme une question budgétaire courante. Cette initiative n'avait pas été préalablement signalée dans les agendas publics, ni figurée dans les prévisions des principaux observatoires législatifs. Et pourtant, à la fin de cet après-midi, le système fédéral de contrôle des institutions culturelles avait été temporairement interrompu par un refus formel qui ne figurait pas dans le modèle institutionnel des 15 dernières années. Cet épisode a été immédiatement interprété par des juristes et d'anciens membres du personnel technique du Bureau de la responsabilité gouvernementale comme un changement dans les marges opérationnelles de la présidence en matière de transferts contractuels. Et bien que la proposition rejetée ne concernait qu'une reformulation administrative au sein d'un seul institut, la manière dont elle avait été rédigée et soumise au Congrès par le secrétariat à la gestion exécutive attirait l'attention sur deux aspects. L'absence de délimitation explicite sur les types de contrats pouvant être réaffectés et la création d'un taux de transfert direct lié au portefeuille de la Maison-Blanche. La combinaison de ces deux éléments a été qualifiée lors de la lecture de l'avis rejeté de vecteur de risque budgétaire atypique, notamment parce qu'elle ouvrait la voie à une réaffectation des ressources culturelles sans autorisation spécifique de la commission du budget. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Parmi les analystes chargés de suivre les règles d'exécution budgétaire, le refus de la Commission a été interprété comme le premier signe que le cycle de permissivité technique, entamé au deuxième trimestre de l'année précédente, pourrait entrer dans une phase de révision. En effet, à au moins 5 reprises récemment, des mécanismes de délégation similaires avaient été approuvés sans opposition formelle, même si des réserves avaient été émises dans le rapport. Cette fois-ci, le processus de vote s'est achevé par une déclaration publique de la part de membres qui, jusqu'alors, suivaient l'évolution de l'exécutif dans des domaines traditionnellement gérés par des conseils externes. La justification officielle de la proposition, transmise par le Bureau de la politique administrative à la fin du mois de novembre, présentait le texte comme une amélioration opérationnelle. Il affirmait que le modèle actuel générait une surcharge procédurale, des retards dans l'exécution des programmes culturels et des difficultés à répondre aux demandes urgentes. Aucun des avis techniques joints n'indiquait toutefois de mesures correctives spécifiques, ni ne présentait de projections financières justifiant la création d'un canal direct de transfert entre le Trésor et un institut culturel de taille moyenne. Bien que formellement valide, le document soulevait des doutes quant à l'objectif réel du dispositif inclus dans le paragraphe 3 de l'amendement, celui qui traitait de la flexibilisation stratégique de la gouvernance contractuelle dans les domaines à impact social. Dans les coulisses, au cours des 2 semaines qui ont précédé le vote, des copies non authentifiées d'un mémorandum interne indiquant l'intention de transférer, dès le premier semestre, une partie significative de l'exécution des contrats de médias éducatifs et des programmes de formation artistique à un consortium privé basé à l'étranger ont circulé entre les bureaux des parlementaires.
L'existence de ce document n'a pas été officiellement confirmée, mais il a été mentionné à au moins 2 reprises lors de la session de la commission. L'un des sénateurs a directement souligné le risque de créer un précédent qui permettrait à l'exécutif de modifier unilatéralement l'affectation de fonds précédemment liés à des projets culturels d'envergure nationale. L'absence de détails contractuels, ajoutée à la tentative de concentrer la décision dans un organe sous la tutelle directe du cabinet présidentiel, a été déterminante dans le rejet de la proposition. Néanmoins, le dossier reste à l'étude au sein d'autres comités techniques, et il n'est pas exclu qu'une nouvelle version de la proposition soit à nouveau examinée sous une autre forme dans les semaines à venir. Ce qui s'est produit en début d'après-midi n'était pas une rupture institutionnelle explicite, mais un déplacement du centre de gravité décisionnel qui jusqu'alors s'était consolidé sans contestation. Le refus de la commission, même s'il n'a pas été largement relayé par la presse généraliste, a signalé à d'autres secteurs que le climat d'approbation automatique des mesures administratives pourrait ne pas perdurer. Et pour les secteurs attentifs à la lutte d'influence sur les politiques culturelles, ce signal a été perçu comme une rare interruption dans une trajectoire qui semblait consolidée. C'est dans ce type d'épisode, techniquement discret, que se révèlent les véritables points d'inflexion. Car ce n'est pas seulement une commission qui a rejeté une proposition. C'est une instance parlementaire qui a refusé de valider un mécanisme de transfert budgétaire sans filtre, susceptible de modifier la structure décisionnelle relative aux programmes culturels stratégiques. Dans des moments comme celui-ci, il devient encore plus nécessaire de suivre attentivement les signaux qui apparaissent en marge du processus législatif. Certains épisodes ne font pas la une des journaux, mais indiquent des réalignements significatifs dans le système de freins et contrepoids. C'est pourquoi il vaut la peine de continuer à suivre et à observer ensemble les mouvements qui ne remontent pas toujours clairement à la surface, mais qui en disent long sur l'état de la démocratie institutionnelle. C'est à partir de là que la lecture de cet épisode commence à s'étendre au-delà de la question budgétaire. Lorsqu'une commission sénatoriale rejette une proposition de cette nature, ce geste prend une autre dimension lorsqu'il est interprété à la lumière des mouvements parallèles au sein d'organismes qui, bien que n'étant pas directement impliqués, composent l'écosystème institutionnel responsable de la gouvernance fiscale et culturelle. Au cours des semaines précédant le vote, au moins 3 manifestations publiques organisées par des entités du secteur culturel, parmi lesquelles le Conseil national de diffusion artistique et le Forum des organisations indépendantes, avait mis en évidence une tendance émergente, l'augmentation de la centralisation exécutive sur des programmes historiquement gérés par des conseils techniques, des appels d'offres publics et des partenariats avec des réseaux locaux. Cette convergence aide à comprendre pourquoi cet épisode a été interprété par les analystes institutionnels comme quelque chose de plus important qu'un simple différend technique sur l'allocation des ressources. Le modèle proposé dans l'amendement rejeté contenait des éléments qui font écho à des mesures adoptées précédemment dans d'autres domaines, tels que les mécanismes de transfert direct aux agences d'infrastructure, établis dans le contexte des déclarations d'urgence nationale de 2024. Bien qu'elles opèrent dans des domaines distincts, ces structures partagent une logique similaire: la réduction des médiations institutionnelles et l'accélération de l'exécution grâce à des contrats gérés de manière centralisée. Dans le cas de l'Institut national de politique culturelle, la proposition ne prévoyait pas seulement des transferts budgétaires. Elle suggérait, bien qu'implicitement, une modification de la nature juridique de la supervision contractuelle. Au lieu de soumettre les contrats à l'examen des commissions thématiques du Congrès, comme l'exige la législation en vigueur en cas de restructuration fonctionnelle, le nouveau modèle transférerait la compétence à un noyau exécutif composé de conseillers nommés directement. Dans la pratique, ce dispositif créerait une instance parallèle de décision sur les partenariats publics-privés et sur la curation de contenus éducatifs financés par des fonds publics. Ce n'est pas un hasard si ce type de proposition a vu le jour à un moment où le département de coordination interministérielle était en cours de refonte par le biais de décrets administratifs.
Depuis la mi-octobre, des projets de fusion entre les portefeuilles liés à la culture, à l'éducation civique et à la communication stratégique circulent en interne au sein de l'exécutif. Bien que présentés comme des mesures d'efficacité, ces projets concentrent le pouvoir décisionnel et rendent plus opaque le processus de sélection des agents impliqués dans la production de contenu institutionnel. Le refus de la commission sénatoriale constitue donc une première limite imposée par l'un des pouvoirs à ce processus de concentration. Mais il révèle également que les freins et contrepoids continuent de fonctionner de manière asymétrique. En effet, alors que le pouvoir législatif bloque un dispositif d'extension des compétences exécutives, d'autres organes continuent de fonctionner selon une logique d'accélération normative. Au cours de la première semaine de janvier, par exemple, le Bureau fédéral d'audit a publié un rapport soulignant l'absence de justification technique pour 4 contrats signés en urgence dans des secteurs culturels sans appel d'offres et avec des clauses de confidentialité partielle. Ces données circulent parallèlement aux avis du contrôleur législatif, qui a émis des avertissements non contraignants sur le risque d'utilisation abusive des fonds initialement destinés à des projets de formation citoyenne dans les écoles publiques. Selon l'avis le plus récent, il existe des indices de détournement de fonds dans au moins 2 accords signés au cours du dernier trimestre. Bien que ces informations soient préliminaires, le recoupement entre les données de l'audit et les dispositions de l'amendement rejeté indique une tendance inquiétante. La tentative de mettre en place, par voie infralégale, un réseau de financement indirect de programmes d'alignement culturel sans contrôle public approprié. Cette articulation entre les dispositions administratives, les flux budgétaires et les organes de contrôle affaiblis est ce qui donne toute son importance à l'épisode qui s'est produit au sein de la commission sénatoriale. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. C'est le premier virage visible d'une route qui se dessinait progressivement en marge du large débat législatif. À partir du refus institutionnel de cet après-midi-là, on observe également un repositionnement tactique de la part des acteurs du secteur. Les entités qui adoptaient jusqu'alors une attitude de retenue publient à nouveau des communiqués, articulant des fronts suprapartisans et renforçant leurs liens avec des instances juridiques indépendantes. Dans le même temps, les cabinets des parlementaires opposés à la mesure ont commencé à consulter les conseillers législatifs de la Chambre sur la possibilité de rédiger un projet de loi interdisant explicitement les contrats avec des entités de droit privé basées dans des paradis fiscaux pour la mise en œuvre de programmes culturels financés par des fonds publics. Il s'agit de mouvements discrets, encore à un stade précoce, mais qui suggèrent une coordination institutionnelle accrue autour de la défense d'une gouvernance culturelle décentralisée. Et ce processus doit être suivi avec attention, car comme l'a souligné un ancien président de la commission du budget dans une récente interview, le débat ne porte pas seulement sur qui gère les ressources, mais aussi sur qui définit ce qui doit être financé avec l'argent des contribuables. Dans cette logique, le refus de la commission représente plus qu'un simple geste de retenue. Il marque le début d'un cycle dans lequel la définition de l'intérêt public est à nouveau disputée au niveau normatif, et pas seulement dans les coulisses administratives. Le simple fait que le Congrès ait déclaré, par l'intermédiaire d'une commission technique, que certaines décisions ne peuvent être prises sans contrôle institutionnel modifie déjà l'équilibre du système. C'est pourquoi, même s'ils ne font pas la une des journaux, des épisodes comme celui-ci méritent une analyse détaillée. Ils révèlent non seulement des ruptures ponctuelles, mais aussi les mécanismes par lesquels le système démocratique tente, même tardivement, de rééquilibrer ses propres marges opérationnelles. À chaque décision formelle qui impose une limite aux excès administratifs, le système signale qu'il existe encore une marge de manœuvre pour des freins efficaces. La lecture attentive de ces mouvements fait partie de l'effort collectif visant à comprendre comment s'articulent les forces qui façonnent les institutions. Ici, nous cherchons précisément à offrir ce suivi constant en aidant à cartographier clairement les liens qui relient les décisions techniques aux changements plus larges dans l'architecture du pouvoir public. L'évaluation des éléments disponibles à ce jour ne permet pas d'affirmer qu'il existe une lecture convergente
des conséquences structurelles que le rejet de la proposition pourrait avoir à long terme. Une partie des experts en gouvernance institutionnelle interprète la décision de la Commission comme un signe de redéfinition des limites, susceptible d'inciter d'autres organes à revoir, au cours des prochains cycles, le degré de souplesse administrative qui était exercé jusqu'à présent. À l'inverse, les analystes plus sceptiques considèrent cet épisode comme un événement isolé, conditionné par une configuration politique spécifique et temporaire, avec une capacité réduite à se reproduire si aucune initiative normative ne vient transformer la décision actuelle en paramètre permanent. C'est là que réside le cœur de la controverse. Quelles garanties efficaces existent pour empêcher que le refus formalisé aujourd'hui ne soit contourné à l'avenir par des expédients administratifs alternatifs? L'expérience récente de l'administration publique offre des précédents qui soutiennent des interprétations divergentes. En 2019, une directive de restriction budgétaire appliquée à un organisme fédéral a été annulée quelques mois plus tard par un décret du pouvoir exécutif, sans que le pouvoir législatif ne réagisse de manière proportionnée. La fragilité de ce scénario réside dans l'absence d'instruments juridiquement contraignants capables de restreindre l'utilisation stratégique de mécanismes infralégaux, tels que les arrêtés à caractère interprétatif ou les modifications réglementaires internes. Les spécialistes du droit administratif soulignent également que la disposition retirée peut revenir à l'ordre du jour parlementaire sous une nouvelle formulation, avec des modifications discrètes dans la rédaction, ce qui obligerait le Parlement à se prononcer à nouveau dans un délai relativement court. Dans cette optique, le résultat obtenu aujourd'hui ne constituerait pas une issue définitive, mais plutôt une interruption circonstancielle dans un processus plus large et continu de redéfinition des frontières institutionnelles entre les pouvoirs. Des doutes importants persistent également quant au rôle que le pouvoir judiciaire pourrait jouer si le conflit venait à s'aggraver. Bien qu'aucune action directe d'inconstitutionnalité n'ait été proposée à ce jour en rapport avec la tentative d'extension de la centralisation décisionnelle de l'exécutif dans le domaine culturel, des représentants du milieu juridique ont déjà signalé que la répétition d'initiatives similaires pourrait rendre la judiciarisation pratiquement inévitable. Le défi souligné par les juristes lors de débats récents réside dans le fait que la Constitution accorde une large marge d'interprétation en matière d'organisation administrative, ce qui rend difficile la fixation de paramètres juridiques stables sans laisser place à des interprétations extensives. Un autre facteur qui accroît le degré d'incertitude est la position encore réservée des organes de contrôle internes. Jusqu'à présent, la Cour des comptes fédérale s'est contentée d'enregistrer l'épisode, sans émettre d'orientation normative ni engager de procédure spécifique. Il en va de même pour la Cour des comptes fédérale, qui a maintenu un silence institutionnel depuis le rejet du texte. Cette absence de positionnement peut être interprétée comme une prudence stratégique, mais elle met également en évidence la sensibilité politique qui entoure le sujet. Dans des contextes de tension fédérale, les manifestations techniques ont tendance à être interprétées politiquement, ce qui finit par inhiber les réponses immédiates d'acteurs qui, dans des circonstances moins délicates, agiraient plus rapidement. Sur le plan législatif, on s'attend de plus en plus à ce que de nouvelles articulations cherchent à réintroduire des dispositions de contenu similaires dans des propositions budgétaires plus larges, en recourant à des formats moins explicites. L'expérience récente montre que les mesures rejetées dans leur version originale réapparaissent souvent dans des annexes, des rapports sectoriels ou des instruments provisoires d'urgence. Dans ce contexte, il est essentiel de suivre de près les prochaines initiatives budgétaires afin d'identifier les schémas de persistance normative. Une lecture plus globale, partagée par les chercheurs du domaine politico-institutionnel, suggère que cet épisode révèle un conflit plus profond sur le rôle de l'État dans la médiation culturelle et la définition des critères institutionnels qui orientent le financement public. En tentant de réorganiser l'Institut national de politique culturelle à l'aide d'instruments administratifs d'une transparence limitée, le pouvoir exécutif ne cherchait pas seulement à accélérer les procédures,
mais aussi à redéfinir les paramètres qui déterminent ce qui est considéré comme étant d'intérêt national dans le domaine de la production culturelle. Ce débat, bien qu'il ne soit pas nouveau, s'intensifie car il s'inscrit dans un contexte de réorganisation fédérale et de disputes symboliques autour de l'identité publique. La controverse relative aux ressources allouées à la culture, même si elle est présentée dans un langage technique, révèle de profondes divergences sur le rôle de l'art, de l'éducation et de la communication dans une société démocratique. Il existe également des interprétations divergentes quant au silence d'acteurs traditionnellement influents, tels que les associations de municipalités et les conseils culturels des États. Pour certains observateurs, cette attitude reflète une usure institutionnelle et la crainte de représailles. Pour d'autres, elle indique simplement un repositionnement stratégique dans l'attente de définitions plus claires sur l'orientation de la politique fédérale. Quelle que soit l'interprétation, l'effet concret est similaire, le maintien d'un climat d'incertitude qui prolonge l'ambiguïté normative. La situation reste donc ouverte. Il n'y a aucune garantie que les limites imposées à l'heure actuelle seront maintenues à moyen terme, ni de consensus sur les effets futurs de la décision prise par la Commission. On observe plutôt l'activation d'un espace de controverse dans lequel différents acteurs institutionnels s'activent pour influencer la définition des prochains cadres réglementaires. Ce processus tend à être graduel et techniquement orienté, mais il aura des répercussions directes sur la manière dont le pays organise, finance et protège ses institutions culturelles. Dans une période de reconfiguration institutionnelle, suivre ces transformations avec rigueur n'est pas seulement un choix éditorial. Il s'agit d'un engagement en faveur de la clarté des faits et de la préservation des mécanismes de transparence publique. Il est essentiel de rester attentif au développement de cet épisode, tant au sein du Congrès qu'à l'extérieur, car c'est souvent dans les détails normatifs que se consolident les transformations les plus durables.